Merci beaucoup. On peut y aller du coup pour... Ouais. Ok, très c'est bien. parti. Très bien, très C'est à bien. vous de jouer. Ok, très bien. Eh bien, bonjour à tous et merci d'être venus ce soir pour la diffusion de Yojimbo au Cinéma des Studios à Tours. Je vous propose qu'on se présente déjà pour commencer. Je te laisse te présenter d'abord, si tu veux bien. Voilà, je m'appelle Sylvain Repos, je suis l'auteur et l'illustrateur de Yojimbot, qui est une BD en 4 tomes qui sort aux éditions d'Argo. Le premier tome est sorti l'année dernière, le second cette année, le troisième et quatrième dans les années à venir. Voilà, donc c'est une BD qui raconte l'histoire d'un robot samouraï qui va se mettre à protéger un enfant qui est pourchassé par une milice. On ne sait pas trop les tenants et aboutissants, mais en tout cas on découvre tout un univers. Voilà. On m'a coupé. Quoi? Non, c'est bon, ça marche. Ouais. Ok. Donc en fait c'est un univers post-apo. Non, ça marche pas. Allô? Tout le monde m'entend bien? Oui, oui. Bon voilà, c'est un... Bah non. Alors en fait, c'est un univers post-apocalyptique. Un univers post-apo qu'on va découvrir au fur et à mesure des tomes, justement au travers des yeux des protagonistes et non juste de l'exposition gratuite. Donc en fait, c'est tout l'intérêt de cet album-là, c'est une sorte d'aventure où on découvre un univers qui nous est un peu familier parce que j'utilise justement beaucoup de codes des films de samouraï, des Shambara, de tout ce qu'a produit Kurosawa et ceux qui ont été inspirés par Kurosawa. Donc en fait, je restitue pour cette première BD, en tout cas, toute ma culture nippone, anglo-saxonne et franco-belge, pour justement proposer cette espèce d'œuvre à la croisée, des trois médiums. Ouais. Ok, très bien. Pour me présenter de manière très sommaire, Nicolas Starosiak, Nico Staros sur les réseaux. Je suis un jeune dessinateur de Tours. Moi, mon but dans la vie, c'est de faire du manga, de la BD, du webtoon, etc. Je dessine aussi et grâce à Fanche, qui est un des organisateurs du festival, j'ai pu du coup avoir la chance d'être devant vous pour vous présenter justement cette soirée, vous présenter le film et vous présenter le travail de Sylvain. Je propose qu'on commence l'interview, du coup, qu'on puisse commencer à échanger sur tout ça. Du coup, quand on m'a prévenu, quand on m'a dit que j'allais pouvoir être ici ce soir pour parler de ton travail, mon premier réflexe en tant que millénial, ça a été d'aller chercher sur Instagram, voir à peu près ce que tu faisais. Et j'ai été très surpris par une chose en particulier, c'était vraiment l'amour pour le genre du mecha que tu proposes, dans le sens que on va avoir plusieurs licences qui sont connues en Occident, qui sont connues en France. On a du Astro Boy, on a du Ultraman, on a beaucoup de licences de mecha qui sont assez connues, voire même du Gundam qui commence un petit peu à percer. Bon, c'est un peu compliqué, mais on essaie quand même, on s'accroche. Mais j'ai vu aussi beaucoup d'œuvres qui sont beaucoup moins connues en Occident, comme du Tetsujin Nitohachi, donc du Tetsujin 28, ou du Getter Robot. Et du coup, ma première question serait d'où vient ton intérêt pour le mecha? Qu'est-ce qui t'intéresse dans cette thématique-là, que ce soit aussi bien graphiquement ou sémantiquement? C'est quoi le mecha? Alors, le mecha, oui, pardon, excusez-moi. Le mecha, en gros, c'est toutes les œuvres qui proposent une vision sur la robotique de manière générale, sur toute la transhumanité qu'il va y avoir avec le fait que l'humanité devienne de plus en plus robotique, qu'on devienne des androïdes, etc. Ça a été dérivé sous plein de formes ou de sous-courants. C'est un terme qui vient du Japon à la base, mecha de mechanics, et qui a été ensuite abrégé dans la bonne tradition du slang japonais, du bon verlan japonais, enfin du parler populaire. Donc voilà, donc je repose ma question du coup. Qu'est-ce qui t'intéresse justement dans le thème du mecha, dans le genre du mecha justement, aussi bien graphiquement que sémantiquement du coup? Et ben moi ça vient d'il y a longtemps. J'ai toujours déjà beaucoup aimé les robots en termes de personnages, de physique, de design. Et ça vient aussi un peu de ma scolarité. J'ai dessiné toute ma vie, Oui. depuis que je suis petit, donc j'ai beaucoup dessiné pendant les cours, Ouais. ce qui a fait que j'ai raté complètement ma scolarité. Tout le monde. Ce qui fait que j'ai fini par arriver en bac pro d'usinage. Ok, Du coup, j'ai fini par être tourneur-fraiseur. ok.
Et en fait, pendant ces études-là, j'ai appris le dessin industriel. Ah, le fameux. Le fameux dessin industriel, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un dessin en ligne claire où on apprend à designer des pièces avant de les usiner. Et du coup, c'est beaucoup de lignes droites, beaucoup d'angles et une certaine façon de dessiner très protocolaire où il faut utiliser des outils particuliers, il faut avoir Une vraie rigueur voilà, qui est beaucoup de imposée. détails, avoir un dessin très propre. Et en fait, j'ai toujours gardé un peu cette façon de dessiner, et au bout d'un moment, comme c'était devenu quasi ma pratique, j'ai un peu développé tout ce que je pouvais dessiner avec cette pratique. Donc ça a fini par faire beaucoup de robots. Et je me suis toujours amusé à vraiment créer mes propres robots, et à m'intéresser aussi beaucoup aux autres types de robots, à voir tout ce qu'on pouvait faire avec des morphologies robotiques. Et c'est comme ça que je suis arrivé à justement découvrir des œuvres plus... un peu cachés qui sont Tetsujin 28, Getter Robot, même Mazinger, c'est pas si connu que ça en Occident, oui, c'est vrai. c'est Mazinger 7, pardon, qui est un peu qui est la préquelle à Goldorak pour ceux qui connaissent. Et donc en fait j'ai toujours été un amoureux de ces mechas, de ces robots, mais surtout de ces designs très japonais, parce qu'en fait la particularité du Japon c'est qu'ils mettent souvent le robot au cœur de l'histoire. Le robot c'est le héros, là où dans la culture anglo-saxonne le robot c'est un peu le méchant, c'est le chasseur de primes sans pitié dans Star Wars, c'est la nouvelle race qui va conquérir la Terre dans Terminator, en fait, ça a toujours été un antagoniste, et moi j'ai toujours adoré l'imaginaire du robot en termes de protagoniste. Et justement, c'est ce que j'ai voulu mettre dans ma BD, faire en sorte que le robot soit pas un personnage secondaire, mais soit vraiment le protagoniste de l'histoire, soit le moteur de toute cette histoire, et qu'en fait le seul personnage humain, plus ou moins dans le premier tome, soit cet enfant qui est plus une fonction qu'autre chose dans la narration, et qu'on suit vraiment un robot. La quête du robot, au fait, exactement. Dans ce sens-là, est-ce que tu as aussi une première œuvre qui t'a vraiment marqué et intriqué, au fait, dans cet univers du mecha, de manière générale, un premier souvenir d'enfance, une première approche? Et mon premier choc visuel face au robot, moi, ça a été Gundam Wing. Ok. Donc voilà, l'univers de Gundam, c'est un univers assez foisonnant, mais qui n'est pas forcément du robot, c'est plus des armures où il y a un pilote à l'intérieur. C'est de la géopolitique. C'est de la géopolitique dans l'espace, avec des robots et une guerre entre des colons qui sont dans l'espace et justement une sorte de royauté terrestre qui essaye de garder sous emprise toutes ces colonies. Et en fait, ça a été ce premier choc visuel on peut raconter en fait des histoires avec des robots hyper généreux, hyper régressifs, et tout en ayant justement une histoire assez profonde, assez sérieuse, et qu'on ne soit pas sur quelque chose de trop cartoony, là où les robots ont souvent cette sorte de plus de comic relief ou vraiment d'antagoniste. Ce côté joué un peu que tu voulais peut-être retirer un petit peu de ta création. C'est ça, c'est pas juste ludique, ça peut être très narratif d'utiliser des robots. Ça a des fonctions particulières, ça a des morphologies particulières, ça a des besoins particuliers aussi. Et pouvoir les mettre en contraste avec justement des besoins d'êtres humains à côté, c'est toujours très intéressant de voir cette espèce de dichotomie entre les besoins humains et des fonctions premières de robots qui peuvent justement très bien se marier avec un univers japonais. D'accord, ok. Justement, on parle de morphologie et de la manière dont sont représentés les corps à travers tes robots à toi. Et j'ai trouvé un point assez intéressant, justement, c'est que je trouve que les robots, les Yojimbot, ont vraiment un aspect purement mécanique et qui va pas être un design de super robot qui est un sous-genre du mouvement méca, où ça va être des formes très assumées, très lourdes, etc. Mais au contraire, il y a quelque chose presque de morphologique, de presque pas faible, mais de beaucoup plus humanoïde. Et ça me rappelle beaucoup une esthétique, et je voulais savoir si tu étais inspiré de ça, l'esthétique des Karakuri Ningyo. Les Karakuri Ningyo, pour expliquer simplement, Karakuri en japonais, ça veut dire un mécanisme. Et Ningyo, c'est poupée, de manière générale, en japonais. Et au fait, c'est une esthétique qui vient à la base de petites statuettes qu'on trouve au Japon, articulées, dont le côté mécanique, etc. Et qui représentaient très souvent soit des enfants de la noblesse, ou des acteurs de kabuki, ou des guerriers en action qui pouvaient faire un ou deux mouvements
de manière répétée, avec juste un petit système de mécanismes qui était assez simple. Est-ce que tu te revendiques de cette chose-là, dans le sens que aussi c'était beaucoup mis en avant dans l'animation japonaise des années 90, début 2000, je pense notamment à Ghost in the Shell, je pense à Karakuri Circus de Fujita Kazuhiro, je pense à Zatch Bell ou d'autres licences comme ça. Est-ce que toi, ça fait partie de tes influences? Est-ce que c'était une volonté que tu voulais te rapprocher de cette conception d'un corps très mécanique et très presque artisanal dans la façon dont ils sont construits? En fait, j'ai découvert les Karakuri très tard. Ok. Et moi, mon inspiration, elle est plus... en fait, j'ai beaucoup dessiné quand je commençais vraiment à vouloir m'améliorer en dessin. J'ai beaucoup dessiné des squelettes, tout ce qui était de l'ordre de la morphologie. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre de juste dessiner des squelettes. Et j'étais justement en étude de dessin. Et en fait, j'ai juste transformé mes squelettes en robots. Et j'ai souvent gardé cette espèce de morphologie avec justement les os de manière assez... en gardant tous les tibias, humérus, cubitus, enfin tous les mêmes choses. Je les ai juste mis en titane et en acier. Ouais. Et en fait, du coup, ça m'a permis aussi de garder, en gardant cette morphologie, de pouvoir habiller en fait mes robots. Parce que, par exemple, un Gundam a des épaules énormes Oui, voilà. aussi. On ne peut pas lui mettre un kimono ou une armure en plus par-dessus. Donc en fait, garder une sorte de morphologie assez basique et aussi très anthropomorphique, ça permet en fait de créer un peu d'emphase avec ces robots où on se dit, bon, c'est juste une sorte de corps décharné, mais qui essaye quand même de faire comme s'il était vivant. Donc en fait, moi, ça me permettait de créer un peu plus d'empathie sur ces robots-là. Mais du coup, toutes les références que tu as citées, moi, je les ai découvertes beaucoup plus tard. Après avoir dessiné un peu naturellement ces robots-là, je me suis vraiment intéressé au Japon et à tout ce qui est déjà présent en fait, dans la culture japonaise. Et par contre, ça fait partie des références au travers desquelles j'ai dû, moi, un peu zigzaguer pour essayer de ne pas faire de redites, essayer de pas copier, tout simplement, en fait, et que mon œuvre, en fait, soit vraiment différente et sorte un peu du lot, quoi. D'accord, ok. Parce que justement, trouver sa place dans le méca design, c'est quelque chose qui est assez compliqué, dans le sens où il faut savoir que dans certains pays comme au Japon, c'est un vrai métier dans l'animation d'être méca designer, de juste trouver un moyen de créer des robots qui soient esthétiques et qui soient personnels. Notamment, enfin, il y avait, par exemple, sur Gundam, il faut savoir qu'il y a un designer de base et il est resté directeur artistique, et c'est ce qui fait qu'on a une homogénéité sur toute la licence, et c'est des choses comme ça en fait qui sont très marquées. Justement, en parlant d'influence graphique, on peut presque considérer que Yojimbot est une création métisse, en fait, entre différents médiums. On a bien sûr la bande dessinée, le manga et le comics. Quelles sont tes influences graphiques, notamment quand on voit qu'il y a quelque chose de très clair-obscur dans ta façon de gérer tes planches? On a des aplats noirs qui sont parfois un petit peu marqués, justement, ce qui est quelque chose qu'on retrouve pas de manière traditionnelle en bande dessinée franco-belge, parce que justement le but de mettre une BD en couleur, c'est d'empêcher, c'est de laisser la place à la couleur. Toi, tu les marques plutôt comme si tu dessinais un manga ou un roman noir, en fait, vraiment avec un aspect clair-obscur très marqué. Est-ce que tu as des influences comme par exemple Frank Miller, comme Mike Mignola, comme Atsushi Kaneko, ou ce genre de choses, des artistes qui sont vraiment très spécialisés en clair-obscur? Oui, voilà, c'est des très belles références que tu as citées. Merci. Oui, c'est des références forcément. Toutes mes ambiances de pluie, je les dessine vraiment comme Frank Miller. J'essaie vraiment de jouer sur cette espèce de lumière à chaque fois, de vraiment que la pluie ressorte, quoi. C'est pas juste un motif, ça fait partie du travail de dessin en fait, de signifier la pluie. Et Mignola, forcément, parce que moi c'est en copiant du Mignola que j'ai appris à faire des ombres, à faire du sacrifice dans le dessin, en me disant, en fait, toute cette partie, naturellement, devrait être dans l'ombre, et il faut pas... c'est pas parce que je l'ai dessinée qu'il faut la laisser visible. Donc en fait, oui, ça fait partie de toutes ces influences-là. Moi, j'ai un dessin qui vient à la fois du comics, du manga et du franco-belge. J'ai 33 ans, je suis né en 89, j'ai consommé toute mon enfance, mon adolescence, de la bande dessinée, de l'animation japonaise, de l'animation anglo-saxonne, j'ai même Tintin. Donc en fait, j'ai un peu le fruit de tout ça, et j'essaye de restituer j'essaye avec bon goût à chaque fois un peu le meilleur de ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu apprendre en copiant, en paraphrasant ces auteurs-là. Ouais. Ok, très bien. Pour revenir un petit peu sur Yojimbot, j'ai une question un petit peu particulière, parce que tu nous as annoncé tout à l'heure que Yojimbot c'était 4 tomes, mais il y a une bidouille dans l'histoire, c'est que, au fait, en plus de Yojimbot, tu dessines un webtoon, ça va être un webtoon factory qui s'appelle Yojimbot Stories,
et qui raconte au fait l'histoire d'un autre robot qui est un petit peu un préquel à ton univers. Et est-ce que tu vois du coup l'univers de Gbot comme quelque chose d'étendu, plus qu'à la quête juste de Shell et de Hilo qui sont les deux protagonistes? Et est-ce que tu vois dans le webtoon une sorte de renouveau dans la bande dessinée? Et est-ce que tu penses, par exemple pour ta prochaine série, utiliser ça comme médium majoritairement? Dans quelle mesure est-ce que au fait tu comptes peut-être essayer de passer sur ce médium-là? Est-ce que Gbot Stories n'est juste qu'un test pour pour la suite? Alors oui, Jimbo Story, c'est plus un test qu'autre chose, parce qu'en fait, avant que mon éditeur me le propose, de développer mon univers au travers de cette série, en fait, je connaissais très très peu le webtoon, et surtout j'avais une mauvaise appréhension aussi de la charge de travail que ça allait demander. Parce qu'en fait, faire un webtoon, c'est du vrai travail, il faut quasiment tout faire tout seul, il faut surtout bien gérer ses fichiers, parce que pour ceux qui ne savent pas, un webtoon, c'est une BD numérique en scrolling vertical, c'est-à-dire c'est comme si on défilait un fil d'actualité. Et en fait, il faut créer un fichier justement qui fait l'équivalent de 60 fois son écran. Donc en fait, ça fait comme une petite bande de papier toilette très très longue sur lequel il y aurait une BD. En fait, c'est très agréable à dessiner, mais par contre, c'est très compliqué à mettre en forme, à pas se planter ou à mettre le texte, parce que du coup, vous vous doutez que si on met 60 pages de BD les unes derrière les autres, si on déplace le texte même d'1 millimètre, en fait, ça déplace le texte sur toute la bande, et ça devient très très compliqué. Donc en fait, j'aime beaucoup l'expérience, parce que vraiment c'est assez ouf, ça permet aussi beaucoup de compositions totalement différentes, parce que pour le coup, en bande dessinée, on utilise facilement des panoramas horizontaux, et en fait, le webtoon, du coup, comme c'est du scrolling vertical, ça nous permet justement de jouer sur toute la verticalité. Donc on doit réfléchir un peu à comment on fait des combats, par exemple, à la verticale, donc on se met à projeter les ennemis en l'air ou les faire tomber de très haut. On se met à montrer et à réfléchir à des architectures très verticales. Justement, le Japon s'y prête bien avec toutes ces grandes pagodes Tous ces temples, ces voilà, ces montagnes. Il y a quelque chose de très jouissif en fait, à dessiner un webtoon sur l'univers du Japon. Mais en fait, c'est pas forcément hyper compatible avec une sortie d'album régulière. Donc en fait, c'était ou l'un ou l'autre, et pour le moment, je préfère me réserver aux albums papier. Oui, ok. Est-ce que tu as un petit peu cette peur aussi, cette appréhension que beaucoup de gens dans la BD ont de pouvoir retranscrire ces pages dans un livre qui peut être sorti? C'est tout le problème des auteurs de webtoons comme ça, c'est qu'en fait, vu que c'est des scrolls, pouvoir faire des pages qui sont déjà un petit peu plus horizontales, c'est déjà un tout petit peu plus compliqué, justement parce que en fait, on peut pas faire des très grosses cases, et du coup, réussir à faire une composition, c'est compliqué, et ça, c'est réussir à faire une vraie composition de page comme une BD classique, c'est compliqué, et c'est ça qui te freine un petit peu, toi, à l'heure actuelle, dans... Bah oui, surtout qu'en plus, j'ai une vieille mentalité de collectionneur, et que moi, il me faut du papier, il me faut du carton, et qu'en fait, juste... En fait, ce que ça exige juste en numérique, je crois que je suis pas encore très apte à l'idée, et je préfère que ça sorte sur papier et qu'il y ait vraiment un objet à la fin. Un objet physique à tenir. Mais c'est pas une considération générale, c'est juste pour moi, en fait, ouais, je préfère que ça sorte sur papier. Bien sûr. Parce qu'en plus, du coup, pour tous les webtoons qui après sont adaptés et imprimés, en fait, ça demande beaucoup de retraitement derrière, parce que la qualité d'image est complètement différente. On utilise des couleurs propres numériques qui ne sont pas forcément des couleurs propres à l'impression. C'est pas la même façon de traiter les fichiers. Et puis, comme je l'ai dit, moi, je fais par exemple sur mon webtoon des longs, enfin une seule case, c'est l'équivalent de 3 écrans. Donc en fait, si je le transférais en BD, soit on fait de la coupe et je perds une partie de mon image, soit du coup elle est rétrécie à juste une marge sur une page de BD. Donc en fait tout ça, ça crée des nouveaux problèmes, donc il faut presque maintenant faire des webtoons en se disant qu'on va l'imprimer. Et donc en fait tout ça devient très compliqué, et ça rajoute presque des impératifs, alors que le webtoon c'est une nouvelle liberté. Ça devrait être une liberté absolue au fait, presque dans la création, du fait qu'on n'ait plus le support papier justement pour ajouter des animations, du son, etc. Voilà, et puis ne serait-ce que les couleurs numériques aussi sont vraiment quelque chose de ouf, et on peut jouer sur la lumière totale, quoi. Ok, très bien. Je te propose qu'on parle un petit peu du film Yojimbo de Kurosawa Akira. Est-ce que tu l'as vu? Ok, très bien. Est-ce que tu veux le pitcher, ou est-ce que tu veux te risquer à le pitcher, ou est-ce que tu veux que je le fasse? Le début alors. Ok, si tu veux. Oui, c'est l'histoire de Sanjuro, un ronin. Du coup, un ronin c'est un samouraï 100 mètres, du coup qui au fil de ses pérégrinations tombe sur un village, et en fait ce village, il y a un litige qui sépare littéralement le village en deux,
Et en fait, il va être forcé d'intervenir dans ce litige, et après, pas trop spoiler non plus le film, mais voilà, il va devoir intervenir dans les litiges de cette société qui est visiblement au bord de la crise. C'est très bien résumé. Surtout que tu m'as avoué que ça faisait quelque temps que tu n'avais pas pu voir le film, donc c'est d'autant plus impressionnant de réussir à bien le résumer, surtout que c'est un film assez conséquent et avec beaucoup de sous-entendus entre les personnages, une espèce de tension un petit peu. Pour continuer un petit peu à le présenter, Yojimbo, c'est un peu un cri d'amour de Kurosawa pour les westerns classiques. Et on le ressent dans l'ambiance. Ça campe aussi beaucoup ce personnage joué par Mifune Toshiro, qui est l'acteur fétiche de Kurosawa. Ils ont fait une bonne partie de leur carrière ensemble, et ça a vraiment ravivé, en tout cas au Japon et un petit peu plus dans le reste du monde, cette esthétique du ronin désabusé, solitaire, qui s'avance dans la vie, mais qui n'a plus vraiment d'objectif, et qui essaie soit de sauver des problèmes, soit juste de survivre dans ce genre de situation. Et c'est un petit peu le cas, par exemple, dans ce film. Et c'est une question aussi que je voulais te poser par rapport à ça dans Yojimbo, dans Yojimbo, pardon. C'est que, en fait, on a un petit peu cette esthétique-là qui revient avec les robots, parce qu'à la base, les robots, bon, ça spoil les 20 premières pages, ça va. C'est que, en fait, les robots sont un peu désaffectés et errent un petit peu. Il y a une faction, une milice, comme tu disais, qui se met en place. Mais sinon, la plupart des robots qui à la base avaient juste un rôle un petit peu classique, ou un rôle pour des parcs, ou ce genre de choses, quelque chose de très cadré, au final, on finit par se retrouver sans but réel. Et est-ce qu'au fait, justement, cette thématique de l'errance, c'est quelque chose que tu veux vraiment travailler, notamment à travers des personnages comme Shell, qui se retrouvent un petit peu à protéger l'humain sur un coup de tête, ou ce genre de choses, et qui errent un peu, qui semblent un peu vagabondés? Ouais, bah moi j'ai un peu une... En fait, je veux parler de mes héros, mais plus un peu en cassant du sucre sur les autres. En fait, j'aime pas trop les héros un peu prophétiques, les élus où toute leur vie ils ont été faits pour quelque chose en particulier. Moi, j'aime bien les héros au mauvais endroit, au mauvais moment. Voilà, les John McClane, ce genre de gars qui étaient pas faits pour ça et qui sont souvent cette espèce de figure du Ronin, c'est des sortes de personnages un peu nihilistes, qui n'ont pas vraiment de but, qui sont juste là à errer, à survivre et être un peu complètement désabusés sur la vie. Et en fait, de le présenter sous la forme d'un robot qui en plus du coup parle pas du tout. Comme vous allez le voir, en fait, c'est le personnage de Sanjuro est assez mutique, c'est un vieux bougon, en fait, c'est la figure du loup solitaire en fait qui est taciturne et qui va pas être très sociable à première vue. Et en fait, moi j'aime beaucoup ce genre de héros qui a été beaucoup réutilisé après par la suite. On peut penser à des héros comme Wolverine qui a été très inspiré de ce genre de samouraï solitaire, de ronin, tout barbu, tout décoiffé, un peu sale, qui fait vraiment pas très attention à lui, mais qui, s'il est mis sur le chemin de quelqu'un qui en a besoin, il va le protéger. Et du coup, moi, le transposer sous la forme d'un robot qui, en fait, par sa programmation, par rapport aux lois de la robotique, s'il voit quelqu'un en danger, bah, il va le protéger très naturellement. Et en fait, cette programmation crée quasiment un personnage qui, s'il parlait, en fait, aurait quasiment le même rôle que Sanjuro, qu'un des Picard aussi, parce que le héros de Lone Wolf Cube, je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est une autre... C'est un manga de je sais plus qui. J'ai pas sur un coup de tête comme ça, j'ai plus le nom. Qui reprend en fait exactement tous ces codes-là, sauf que lui il s'occupe de son propre enfant. Oui. Une fois qu'il a été désavoué par le nouveau shogun, en fait il se met à errer avec son fils. Donc lui il a déjà sa propre mission, c'est juste protéger son fils et protéger sa propre personne. Et en fait c'est ce genre de héros moi qui m'ont beaucoup inspiré une fois que j'ai découvert tous les types de personnages qu'on pouvait avoir dans les mangas. C'est en fait voilà, cette espèce de caricature du loup solitaire, cette caricature du héros taciturne, mais surpuissant et qui en fait va tout régler en 3 coups de sabre et en 2 phrases. Quoi. Un peu la Musashi dans Vagabond ou Guts dans Berserk, un peu dans cette esthétique de... C'est mes rêves. Ouais. Ok, très bien. Très bien. Une petite question encore par rapport au film et au rapport que tu as avec Yojimbo. Aussi, j'ai l'impression que Yojimbo a beaucoup
influencé ton œuvre, sur le rythme aussi, parce que quelque chose que je trouve en commun entre ces deux œuvres, ça va être un rythme qui va parfois être très contemplatif, très lent, beaucoup de setup, on met l'action en place, etc. Et des scènes de combat qui sont parfois muettes, justement, mais qui vont très vite et qui s'enchaînent vraiment un personnage peut perdre la vie d'un seul coup très très vite ou ce genre de choses. Est-ce que c'est une influence que tu as aussi de ce film en y repensant? Alors c'est une influence, mais par intermédiaire. En fait, j'ai découvert Kurosawa et Yojimbo très très tard dans mon cursus culturel. C'est qu'en fait, moi, je suis fan des gens qui sont fans de Kurosawa. C'est-à-dire George Lucas, qui a été très inspiré par Kurosawa pour ses Jedi et même pour sa façon de filmer, son type de narration. Je suis fan de Genndy Tartakovsky, qui a fait Samurai Jack, qui est un animé anglo-saxon, justement, avec un gros taciturne bougon qui coupe les gens à l'horizontale et sans trop parler. En fait, j'ai été influencé par Kurosawa sans connaître son nom, sans avoir vu la moindre séquence de ses films. Et en fait, en l'ayant découvert plus tard, quand j'ai voulu me faire ma culture, quand j'ai voulu me donner bonne conscience et découvrir ce qu'étaient des vrais films et oser le noir et blanc et oser les sous-titres, en fait, j'ai découvert Kurosawa comme une sorte de matrice originelle de toute la culture que je consommais déjà. Voilà, un peu à l'image que quand j'ai découvert 2001 l'Odyssée de l'espace, Bien sûr. aussi, et en fait me rendre compte que fait, tout vient de là, quoi. C'est la source voilà. C'est la source de plus ou moins tout ce que je consommais jusqu'à maintenant. Ok, très bien, très bien, très bien. Tu as eu l'occasion de nous signer une superbe affiche qui sera disponible sur le festival où tu la dédicaceras. Je voulais te poser quelques petites questions. Je ne sais pas si c'est mon micro. Ce sera la dernière question. Oui, bah justement, c'est par rapport à ça. Est-ce que tu as voulu rendre un hommage aux affiches de cinéma classique, en particulier les affiches de... Oui, c'est le mien peut-être. Aux affiches de cinéma classique japonais, notamment en utilisant ce côté bichromique, c'est quelque chose qu'on trouve dans la BD aussi. Il n'y a pas de dégradé, c'est que des trames ou ce genre de choses. Est-ce que c'était vraiment l'objectif de réussir à rendre un hommage appuyé justement à toute cette esthétique du cinéma japonais de l'époque Showa, donc toute l'époque après-guerre, etc. De vouloir justement avoir ces couleurs bleu, rouge très marquées? Alors oui, et clairement, parce qu'en fait, moi, c'est des affiches et c'est tout un imaginaire que j'ai toujours vu, que j'ai toujours consommé, que j'ai toujours essayé de reproduire, et quand j'ai l'occasion pour un festival ou même pour des productions personnelles de réutiliser tous ces codes qu'on n'a jamais vraiment l'occasion de pouvoir mettre en œuvre, parce qu'il faut les faire imprimer, il faut avoir une bonne raison de se mettre à faire une grosse affiche comme ça. Et c'est toujours l'occasion un peu de tenter d'essayer de comprendre comment ils faisaient à l'époque, comment on arrive aussi à créer une image avec juste deux couleurs et que ce soit un peu pop quand même. Ça m'a permis, ça m'amuse toujours d'utiliser un peu de trame, d'utiliser des photos et de les tramer pour voir ce que ça donne, d'utiliser à juste titre sans que ce soit trop de l'appropriation des caractères japonais. Tu parles japonais? Non, pas du tout. Ok. J'ai raté ma scolarité, encore une fois. Parce que tu te mouilles bien quand même, il y a beaucoup de kanji dans Yojimbo, ce genre de choses, là où souvent les auteurs ont tendance à un peu les cacher pour éviter d'avoir à chercher des trades ou à demander à quelqu'un. C'est ça. Ouais. C'est le seul moment où j'ai un peu de motivation, c'est trouver vraiment la traduction. Et puis j'ai plein de copains qui parlent jap et qui du coup m'aident beaucoup justement sur l'espèce de jeu de mots que j'ai fait avec Yojimbo. En fait, ça a dû demander des petites recherches pour voir comment on pouvait faire le petit twist. Donner une forme en idéogramme justement à tout ça. Ok. Très bien, bon bien, merci beaucoup. J'ai juste une dernière petite chose, c'est un petit peu particulier, mais j'ai été beaucoup touché au fait par Yojimbot justement, par l'univers, le fait qu'on ait enfin des BD qui parlent de mecha en France, de pouvoir en changer. Et du coup, je voulais juste te remettre ceci. Une illustration que j'ai dessinée, un fan art de Yojimbo qui représente du coup de rien, merci à toi surtout d'avoir fait cette super délire. Merci pour cette interview. Merci à vous deux. Je suis désolé de faire le... Non, il n'y a pas de souci. C'est la censure, mesdames et messieurs. Voilà. Ça nous empêche de parler. Voilà. Donc on va pouvoir... je vais vous laisser vous installer. Et puis on va lancer le film. Ok. Voilà.